Bienvenue dans ce podcast un peu particulier, c'est Sarah Eddy. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux sœurs au courage admirable pour vous parler du Lisa Project et vous partager leurs témoignages. En quelques mots, qu'est-ce que le Lisa Project ? Il s'agit d'un reportage photo et vidéo en immersion que nous avons effectué en co-création, Lisa et moi, avec le concours de sa sœur Lina. Le 6 février dernier a eu lieu un tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie. Faisons un premier point en quelques chiffres. Ce dernier a été d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter et a dévasté plus de 20 000 km². Il a fait au moins 56 000 morts, a détruit plus de 200 000 bâtiments. Sans compter qu'aujourd'hui, plus de 2,5 millions de personnes ont dû migrer vers d'autres terres. Des répliques ont eu lieu et selon la presse internationale, les scientifiques ne cessent d'alerter sur l'approche d'un Big One depuis le séisme d'Izmit survenu en 1999, qui aurait, lui, une magnitude encore supérieure. Ces chiffres donnent le vertige. Pour en parler, aujourd'hui, j'accueille Lisa et Lina Gulbas, qui étaient sur place il y a une semaine encore. Bonjour mesdames. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. D'emblée, on a envie de vous demander en premier lieu comment allez-vous ? Ça va. Encore un peu fatiguée, mais ça va. Comment on se sent en revenant d'un road trip pareil ? En temps normal, quand on part en vacances dans ces lieux, la route est fatigante. Et là, en fait, c'était très très dense. Donc, on est plutôt fatigué, quoi. Elisa ? Alors moi, je reviens avec des images plein la tête. Je ne cesse depuis de rêver de ça, en fait. Et donc, je suis toujours encore fatiguée. Bon, j'ai recommencé le travail le lendemain, donc c'est un peu pour ça aussi. Et voilà. Pour expliquer un peu à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre lien avec la Turquie ? Alors le lien, moi j'y étais déjà l'été dernier. Donc c'est la ville natale de notre père. On a l'habitude en principe d'y aller une année sur deux. Avec le Covid, il s'est passé 3-4 ans où nous sommes... Pour ma part, même 5. Voilà, on n'est pas allé. Mais en fait, on a des amis, on a nos familles, donc à chaque fois qu'on y va, on est heureux de les voir, etc. Là, on y était, la plupart sont partis, hein. Donc ceux qui pouvaient partir sont partis. Et puis, il restait nos deux cousins. Justement, j'allais y venir. Comment pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu ou dû vous rendre sur place ? Donc on a dû déjà se rendre pour voir l'ampleur des dégâts au niveau de nos biens, des biens de mes parents, donc qui ont une maison et un appartement. Ouais. Donc on avait déjà eu des vidéos qui nous montraient un peu les dégâts de la maison, mais de l'appartement même, nous n'avions pas eu d'image. Parce que tout simplement, personne n'osait monter dans cet immeuble pour nous montrer de quoi ça avait l'air. Donc, d'une part, c'était pour ça. D'une autre part, c'était pour une cagnotte qu'on avait récoltée et qu'on souhaitait distribuer à nos proches. D'accord. Proches et amis, hein, parce qu'il n'y a pas que les amis qui ont eu... Il n'y a pas que la famille qui a eu une enveloppe. D'accord. Il y a eu aussi des amis ou de la famille un peu plus lointaine. Donc ça, c'était vraiment nos deux objectifs, hein. C'était de voir l'ampleur des dégâts, de voir de nos yeux si nos proches étaient en bonne santé, hein. Okay. Et puis notamment aussi distribuer donc cette cagnotte qui a été créée d'ailleurs le lendemain du 6 février. D'accord.
J'imagine qu'il y a une appréhension à entreprendre un voyage comme celui-là, de votre part, mais aussi de celle de vos familles ici, en fait. La décision a été prise très rapidement, en fait, de partir. On nous a dit dernièrement que l'immeuble allait être détruit. Donc ça a un peu accéléré notre décision de partir parce que nous avions aussi des choses de valeur dans cet appartement, des choses à récupérer. Donc... Et tout y était ? Tout y était, oui. Parce que j'imagine qu'il y a sûrement aussi eu des pillages depuis... Alors, il y a eu des pillages, mais pas dans cet appartement-là. En fait, si on monte dans l'immeuble jusqu'au 3e étage, les dégâts sont très importants. C'est-à-dire qu'il y a des murs entiers qui sont tombés sur l'escalier. Et donc, on voit les appartements intérieurs, alors qu'au 5e étage, l'étage de mes parents, il n'y a pas eu de dégâts au niveau des murs. Ouais, on a bien pu le voir d'ailleurs sur les vidéos qu'on avait partagées, que l'ascension de l'immeuble était assez chaotique. Périlleuse, oui. Et qu'une fois en haut, effectivement, on s'est rendu compte que, si on regarde bien les images, que les apparts sont fissurés, endommagés, mais qui sont encore à peu près entiers, quoi. Voilà. Ouais. On pensait ne pas pouvoir rentrer dans l'appartement parce que la porte métallique, on pensait qu'elle allait être coincée. Voilà. Ouais. Mais en fait, non, on n'a pas eu de problème du tout pour accéder à l'appartement. D'accord. Et donc, vous avez bien trouvé tout ce que vous cherchiez encore. Très rapidement, on est resté 40 minutes. En tout ? Oui, mais ça a duré 5 minutes. Avec l'ascension, 40 minutes ? Oui, je pense. Oui. D'accord. Vous êtes partis avec uniquement un sac à dos. J'ai cru comprendre. Alors, on avait chacune... Expliquez-nous, pourquoi ? Voilà. On avait chacune un sac à dos. Alors, pour une raison très simple, parce que on ne voulait pas avoir le stress encore d'avoir un bagage en soute et qu'il soit perdu ou je ne sais quoi. Donc, on voulait vraiment qu'on soit le plus rapide, qu'on sorte de l'aéroport le plus vite possible. Et que on continue notre chemin jusqu'à notre destination finale. D'accord. J'imagine aussi pour des questions de confort, parce que on peut bien imaginer que là-bas, la vie n'est pas facile actuellement. Donc, vous étiez plus légère, en fait, en quelque sorte. Oui, pour être honnête, comme on ne savait pas où on allait exactement dormir, dans quoi, c'est ça. Et on ne se voyait pas avec une valise à trimballer et traîner de droite à gauche. Ouais, ce qui peut se comprendre. J'ai envie de vous poser une question un peu plus délicate. Maintenant, c'est vos premières impressions en arrivant là-bas sur place. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous qui connaissiez le avant ? Alors moi, j'ai été très choquée parce qu'on nous a dit, on nous a raconté, on nous a montré les images. Avant que vous y alliez ? Avant qu'on y aille. Et en fait, lorsqu'on arrive à des endroits que l'on connaît très bien, et qu'on ne reconnaît plus. Parce que c'est vraiment ça. Il y a des bâtiments qui sont effondrés, des bâtiments qui sont déjà enlevés. Donc on a l'impression d'être dans un désert, dans les endroits, un terrain vague. Et vraiment, j'ai été choquée par le fait que je ne reconnaisse plus l'endroit, le quartier de mes parents. Ouais, tous les repères. Voilà, tous mes repères, en fait, alors que j'avais l'habitude d'aller d'un endroit à l'autre sans problème. Et là, on se perd un petit peu. Et là, on se perd. Ah ouais. Là, on se perd parce qu'il y a plus les immeubles qui nous permettaient de suivre notre chemin, de nous repérer. Et j'ai été donc choquée, très émue, j'imagine. Et très triste pour toutes les personnes qui ont perdu leur habitation, leur maison, qui pour moi, pour une maison, pour moi, ça représente la sécurité. Et quand on voit toutes leurs affaires à ces gens qui ont perdu leur appartement, leur maison, leur lieu d'habitation et qu'on voit ces machines en train de détruire ce qui reste, on avait les larmes aux yeux. Moi, à peine arrivée à Antakya, sortie de la voiture, j'ai regardé Lina.
J'ai commencé à être très émue. Je l'ai regardé, je lui ai dit, Lina, c'est pas possible, c'est pas possible. Tellement je ne m'attendais pas, alors que j'avais beau avoir vu les vidéos, les photos, je ne m'attendais pas à ça. Justement, ça m'enchaîne sur la prochaine question, mais vous trouvez qu'il y a une différence entre les informations que la presse nous transmet ici et la réalité? Non, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment parce que c'est les mêmes images. Non, hein, c'est les mêmes, mais c'est tellement... Mais il y a l'émotion en plus, en fait. Il y a l'émotion parce que vous aviez un attachement. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi peut-être les odeurs, la poussière, les ambiances, les émotions des gens. Et puis ce bruit incessant de bulldozers, de machines en train de creuser, de casser, alors que c'était une ville pleine de vie, une ville animée, des voitures. Et là, c'est le bruit ambiant et le bruit de ces machines, de la ferraille, du béton, Voilà. De la destruction. De la destruction, oui. Qui c'est qui vous a accueillis sur place? Alors, c'est notre cousin Ertan qui nous a accueillis, qui est venu nous chercher au garage en voiture. J'ai eu du mal aussi à le reconnaître de loin. Ah oui? Oui. Pourquoi? Sa barbe. Comme ils n'ont pas d'eau, ils ont du mal un peu au niveau de l'hygiène, à se raser, à se laver. C'est vrai que sur le coup, cette barbe, je le connaissais pas avec une barbe. Donc effectivement, moi j'ai eu du mal aussi à le reconnaître. D'accord. Parlez-nous aussi un peu des rencontres que vous avez faites sur place. Alors on a rencontré des amis à Ertan. Alors nous pensions qu'il était seul à la maison. Mais en fait, le fait qu'il y ait cette catastrophe, il y a un va-et-vient dans sa maison. Les gens rentrent, sortent, viennent, partagent un repas. Il accueille d'autres personnes. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de solidarité, d'amitié, de partage. Et ça, c'est très particulier quand même à ces moments-là, je pense. Et alors, c'est des gens qu'il connaît ou des gens du quartier, de son quartier, ou bien des gens un petit peu de partout qui, du coup... Je pense que c'était des amis. Donc, il héberge un ami qui dort dans la chambre de sa mère. Et il y a un voisin, en fait, qui habite au sixième de notre immeuble qu'on a rencontré aussi chez lui. Donc, ça aussi, c'était un ami à lui. Et après, il y avait des vieilles personnes, en fait, du quartier qui n'ont pas voulu partir d'Antakya, qui sont restées ici, qui est sur place. Donc, il y en a quand même beaucoup. En tout cas, sa porte était ouverte continuellement. Mm-hmm. Et les gens rentraient comme dans un moulin, sortaient, rentraient. D'accord. Justement, parlez-nous un peu de cette vie quotidienne dans laquelle vous avez été aussi plongée. Du coup, actuellement, là-bas, ça se passe comment quotidiennement? Alors, il y a sûrement une organisation. Voilà. Alors, il y a encore une aide humanitaire qui se fait tous les jours. C'est-à-dire que le matin, on leur distribue à manger, à boire, du pain. À midi, pareil. Et le soir, également, on leur distribue du pain à manger, de la soupe, un repas chaud, en tout cas. Donc ça, c'est au quotidien. D'accord, et ça, c'est quoi? C'est le secours populaire, alors, sur place? C'est le secours populaire sur place. Et il y a aussi une camionnette qui passe avec de l'eau potable. Une citerne. Une citerne. Ouais, j'avais vu en photo, ouais. Qui leur distribue de l'eau potable pour se laver, pour faire la vaisselle. Il n'y a pas d'eau courante, non. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il n'y avait plus d'électricité à certains moments. Ça coupe de temps en temps, oui. Ouais. Et après, dans sa rue, il y a l'électricité, mais dans la ville en elle-même, il n'y a plus d'électricité. Moi, Ertan nous a fait un petit tour de la ville et il nous disait de faire très attention aux câbles, au sol, de pas marcher dessus parce que on sait jamais s'il devait y avoir de l'électricité, c'était d'être très dangereux. Après, leur quotidien aussi, c'est l'aide aux autres. Les gens qui, par exemple, doivent déblayer chez eux, etc. Donc, Ertan va souvent aider
ses voisins ou des amis ou ceux qui sont restés en tout cas. Voilà, c'est leur quotidien. En tout cas, il y a encore beaucoup de gens sous les décombres. Oui, et est-ce que les recherches, elles continuent? Ou bien Alors, là, on on n'a a pas un peu vu. perdu espoir. Il n'y a pas de recherche, je pense pas. On s'occupe juste de déblayer. Et de Déblayer, ranger. le corps vient avec. Ils ne font plus de recherche. de recherche. Il faut savoir qu'à Antakya, l'aide humanitaire n'est venue que 4 jours après le séisme. D'accord. Donc pendant 4 jours, ils entendaient les gens crier, hurler à l'aide, et ils ne pouvaient pas les aider. Ils n'avaient aucune machine, aucun moyen de les sortir de terre. Ouais, ça a mis un... Et comment est-ce qu'on explique... Est-ce que les habitants, ils expliquent ce laps de temps qui est passé? 4 jours, c'est énorme, après une catastrophe, en fait. Alors, ils l'expliquent par la politique, parce qu'ils pensent que le président a privilégié sa communauté plutôt que celle d'Antakya. Il y a eu des conflits politiques, religieux. Ouais. Et du coup, ils pensent que c'est par rapport à ça, qu'il n'y a pas eu d'aide tout de suite. D'accord. Vous êtes aussi allé à une 50aine de kilomètres de Antakya, dans la ville balnéaire d'Arsuz, qui semblait un tout petit peu moins impactée par la catastrophe. Vous avez envie de nous en parler aussi? Donc Arsuz, c'est un petit village. Donc effectivement, étant donné que c'est un petit village, on voit beaucoup moins de bâtiments, mais bon, il y en a quand même eu pas mal au sol. Après, c'est des petites cités, en fait, des petits camps de vacances qu'il y a tout autour de ce petit village. Et il y en a qui ont été complètement dévastés, quoi. Le nôtre, sur je ne sais pas combien de maisons il y a chez nous. Une trentaine ou une quarantaine. Hein. Sur les 40 maisons qu'il y a, il y en a peut-être 3 qui seront détruites. Et par contre, toutes les toitures sont à refaire. Donc effectivement, il y a quand même eu des dégâts, mais moins, vu que ce n'est pas des immeubles et c'est un petit village. Ouais. Après, il y a un hôtel qui a été complètement rasé, hein, à Arsuz même. Oui, tu m'avais confié qu'avant, on ne voyait pas la mer, et que là, t'es arrivé et... on voyait la mer, sur alors la mer, que l'hôtel cachait complètement la mer. Ouais, ça, c'est encore aussi traumatisant de découvrir ça, en fait. Ouais. Hein. Je voudrais revenir aussi sur une chose que tu m'as dit, Lisa, pendant le voyage, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, qu'on échangeait quotidiennement, toutes les deux. Lisa m'envoyait les photos, les vidéos tous les soirs. Et donc, ensuite, on montait, je les traitais, on les montait, je les mettais en ligne. Et bien sûr, on s'envoyait quelques vocaux pour savoir comment ça allait, comment ça se passait. Et tu m'as dit à un moment que il y a eu d'autres tremblements de terre et dont un plus fort, dont la presse chez nous n'a pas forcément parlé. Le 20 février, oui. La magnitude était moins forte que la première. D'accord. Par contre, étant donné que l'épicentre était vraiment à Antakya, donc tous les immeubles, les bâtiments qui étaient déjà fragilisés par le premier séisme ont été détruits. Donc le 20 sont tombés en fait le 20 février. Et ça, effectivement, on n'en a pas particulièrement entendu parler. Et c'est la manière en fait de ce séisme parce que la terre a tremblé de haut en bas. Ce 20 février. Ce 20 février-là, ok. Donc les personnes étaient projetées vers le haut. Et alors donc que ceux du 6 février, c'était plutôt un mouvement de gauche à droite ou avant-arrière. Ok. Voilà. Et ils savent pourquoi, en fait. Ils expliquent, les scientifiques, quelque chose là-dessus. Les gens là-bas, ils ont entendu non, les gens là-bas subissent, hallucinent, ont peur, très peur. Même une petite secousse les terrifie. Et je pense que c'est normal parce qu'ils n'ont pas seulement peur de ça, mais parce qu'ils n'ont pas... Ils sont pas tristes parce qu'ils ont perdu leur maison ou parce que
c'est même pas ça, hein, parce que même avec cette catastrophe, il y a un petit espoir quand même, hein, de vie quelque part. Mais en fait, ils sont dévastés par le nombre de personnes qu'ils ont perdues. Dans chaque famille, il y a des amis, des connaissances, des voisins qui sont restés sous terre ou qui sont encore sous terre. On n'a pas trouvé, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour eux, c'est quelque chose de catastrophique, hein, de très angoissant. Oui, donc on a toujours une peur que ça se renouvelle, du coup. En tout cas, quand on est arrivé, Ertan nous a tout de suite donné les conseils consignes de sécurité. Il nous a tout de suite dit, s'il n'y a plus d'électricité, c'est qu'il y a un tremblement de terre, vous sortez tout de suite dehors. Chez sa sœur, on a dormi. Ils mettent des bouteilles maintenant d'eau en dessous des lits. D'accord. Au cas où il devait y avoir un séisme et que l'immeuble s'effondre, qu'ils aient quand même au moins de quoi boire. Et aussi, on nous a toujours dit, quand il y a un séisme, il faut se mettre en dessous d'une table. Ils ont appris que la table ne tient pas tout ce qui est béton. En fait, quand il y a un séisme, ils ont appris qu'il fallait toujours se mettre à côté d'un frigidaire, à côté d'une machine à laver, parce que s'il devait y avoir un mur qui tombe, au moins ils ont une petite poche d'air qui se forme tout autour de cet électroménager en fait. Donc ils ont changé aussi leur manière de vivre, leur mentalité par rapport. Ils sont en alerte constante. Voilà, ils sont en alerte constante. J'ai aussi vu qu'il y avait énormément d'animaux errants, des chiens, des chats. Alors par contre, par rapport à ça, je trouve que la Turquie gère énormément. Ouais. Ertan nous a raconté que les secouristes en fait toquaient à chaque porte, demandaient s'il y avait un chien, un chat. D'accord. Et s'il y en avait un, ils donnaient des croquettes. Ah super. Avant même qu'ils aient eux-mêmes à manger. Ils donnaient des croquettes aux familles ayant des chiens et des chats. Donc dans la rue, y a beaucoup de chiens errants, beaucoup de chats errants, mais ils ont à manger. Ils ont des croquettes distribuées tous les jours. Oui, on s'occupe d'eux. Par contre, au niveau maladie, j'ai vu quand même des chiens se gratter énormément, qui ont des maladies de peau. Ouais. Des chats avec des yeux larmoyants. Ils ont larmoyants. des stress comme nous, hein, donc on sait très bien que les animaux aussi ont des répercussions du stress, donc ça va être compliqué. Qu'allez-vous garder de cette expérience, les filles ? Alors moi, on est rentré fatigués. Ça, il n'y a pas de doute, hein, avec des images un peu difficiles à... On est rentré avec notre bagage, hein, avec ces images-là, mais je suis quand même heureuse, très heureuse d'avoir pu m'y rendre, d'avoir pu emmener ces enveloppes-là et d'avoir donné... en main propre à ces personnes qui ont tout perdu, d'avoir donné ces enveloppes. Et je remercie toutes les personnes ici qui ont contribué à aider, à soutenir et à nous permettre de pouvoir aider, parce que seul on n'aurait pu rien faire du tout. Hein. Donc je les remercie du profond de mon cœur. J'ai envoyé quelques messages à certains d'entre eux que je connaissais pour les remercier encore. Les gens, à chaque fois qu'on leur racontait l'histoire de cette cagnotte, étaient très émus, et puis les remercier aussi, hein, de tout leur cœur. Ils n'étaient pas au courant, en fait, quand vous êtes arrivés, que vous leur ramenez cette cagnotte. Non. Ils n'étaient pas au courant. Et ça a été reçu comment alors ? Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup de larmes pour certains. Beaucoup de larmes. Beaucoup de reconnaissance. Il y en avait certains qui étaient d'abord pudiques, très pudiques, et puis gênés par le fait qu'on leur donne encore une enveloppe. Mais en leur expliquant qui a contribué à ces enveloppes-là,
cette pudeur, elle s'est petit à petit effacée, estompée, et ils étaient très heureux et très reconnaissants. C'est beau. Oui. C'est très beau. Vous avez un message à passer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Mis à part remercier les gens qui ont contribué à cette cagnotte, Alors moi, je dirais encore une chose. Oui. Parce que souvent, on entend dans le monde entier, il peut y avoir des séismes, il peut y avoir des catastrophes naturelles, des inondations, etc., etc. Il y en a plein. Oui. La misère dans le monde, elle est énorme. Mais même 5 €, 6 €, 10 €, pour nous, c'est rien. Mais pour ces personnes-là qui sont vraiment dans le besoin, je pense que pour eux, c'est énorme, énormissime. Et je pense que même si on a un doute parfois sur le fait que cet argent aille à l'endroit où on aimerait qu'il aille, il faut pas hésiter. Il faut donner avec le cœur. Parce que ces gens-là, ils en ont besoin. Et je pense qu'il faut savoir ouvrir son corps et entendre ses besoins. Comment aujourd'hui les gens qui nous écoutent pourraient encore apporter leur aide ? À cette communauté, je ne sais pas, non. Après, on leur a apporté de l'aide, ok. Ça, c'est pour l'urgence, hein. Ça va pas leur faire reconstruire leur maison. Non, ça, c'est impossible, hein. Parce que on a quand même aidé beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, on a récolté une somme qui était plutôt conséquente, mais divisée par le nombre de personnes qu'on a aidées, c'est pas énorme, hein. Après, c'est... Mais c'est le geste. C'est le geste. La beauté du geste. Qu'ils savent qu'on pense à eux, qu'on n'est pas indifférent en fait à ce qui leur est arrivé. Non, et ça, ils l'ont compris. Hein. Ça, ils l'ont compris. Oui. Un dernier mot ? J'ai un cousin on était la première famille qu'il voyait depuis le séisme. Et ça m'a bouleversée parce que je me suis dit, punaise, en fait, il avait d'autres familles, certains sont décédés. Et je me suis dit, punaise, mais comment ça peut être possible qu'on soit, nous, la première famille qu'il voit depuis 2 mois ? Alors que vous venez de l'étranger. Alors qu'on vient de l'étranger. Et ça m'a énormément touchée parce qu'il nous a vraiment montré à quel point on lui a fait du bien, en fait. Ne serait-ce que de nous voir. Oui, je comprends. Un visage familier. Après, le seul proche qui lui reste sur place, c'est Ertan, hein. Ouais, c'est notre autre cousin. Donc, les autres, en fait, ceux qui pouvaient partir et qui avaient de la famille à l'extérieur sont partis. Hein. Ouais. Il y en a qui sont partis à Izmir, et d'autres Ertan, à Ankara, d'autres à... Pourquoi il est resté ? Alors, Ertan ne bouge pas de sa maison. D'accord. Alors, peut-être pour les pillages, peut-être pour les... Je sais pas, en tout cas... Vous n'avez pas parlé avec lui ? Non. Arwa ne part pas d'Antakya parce qu'il y est attaché. Il est aussi, il a des avantages au niveau de son travail. Il travaille pas pour le moment, mais on lui donne de la nourriture. On lui a donné un petit espace dans un bungalow et il va recommencer bientôt à travailler. Donc vraiment, il est très attaché à ce travail et il souhaite tout simplement reprendre sa vie en main et... Ah oui, alors il continue le travail continue. Nous, on a l'impression en fait que la vie s'est complètement arrêtée. La ville s'est arrêtée. La ville, vraiment, les gens qui travaillent, c'est que les gens qui commencent à casser les immeubles et à faire déménager aussi les gens. Ah oui, d'accord. Donc il y a que ça en fait. C'est de l'organisation. Après, il y a une seule boulangerie qui a ouvert parce qu'on a fait tout. Il y a une boulangerie. Mm-hmm. La ville est immense, hein, et il y a une boulangerie. Oui. Et il y a quelques petits commerces, mais vraiment pour manger. Hein. Non, et surtout des cigarettes, beaucoup de cigarettes. Voilà. Non, mais c'est vrai, tous les coins de rue, on voyait des cigarettes et il n'y avait pas de pain.
Ça, c'est quand même dingue. Hein. Ouais. Vous avez envie d'ajouter quelque chose encore, les filles? Non, C'est vrai qu'il y a des silences, mais c'est Je parce que je pense souhaitais, que les images n'arrêtent pas de passer dans vos... je souhaitais juste dans vos envoyer yeux. encore des ondes positives à mes cousins qui ont vécu vraiment des moments très traumatisants et qui ça me tourne en boucle dans ma tête, les mots, la manière dont ils ont vécu ces moments-là. Et donc je souhaite encore leur envoyer toutes mes ondes positives et voilà. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont raconté leur nuit de cauchemar. Mhm. Et les entendre nous raconter ça, c'était aussi très prenant, hein. Très prenant, ouais. très difficile. Surtout qu'il pleuvait ce soir-là. Il pleuvait, il faisait froid, il y très avait froid, un vent. Oui. Mhm. Donc ils se sont retrouvés à la rue presque À moitié nus, hein, dénudés. Ah. en pyjama, Oui, sans pieds nus. On a été voilà, surpris pieds nus. totalement, ouais. Mhm. Oui, puis les jours qui ont suivi, on a vu qu'il y avait des gens qui vivaient dans leur voiture, en fait, ceux qui pouvaient pas partir parce que c'était complètement le chaos, hein, donc... Au début, tout le monde, Oh. ceux qui avaient une voiture, étaient dans leur voiture. Ils n'osaient pas rentrer. Bah oui, ça se comprend. Donc, et puis les routes étaient fermées. Mhm. Donc, ils ne pouvaient pas, au début, les 4-5 premiers jours, ils ne pouvaient même pas sortir d'Antakya. Ils ne pouvaient pas partir. C'était enfermé, quoi, dans le cauchemar. Voilà, c'est ça. À entendre les gens Donc, crier ils ont attendu à l'aide. 4 jours comme ça, en fait, 4 jours, et jusqu'à ce que les secours arrivent, en jusqu'à fait. ce que les secours arrivent. Ouais. C'est énorme, 4 jours. En fait. C'est On n'ose énorme. même pas l'imaginer, quoi. Et sans eau, hein. Et sans Sans eau potable. Sans nourriture, sans rien, quoi. Enfin, ce qu'ils trouvaient, quoi, encore. Après, je pense. c'est à ce moment-là hein, que les magasins ont été pillés. Hein. Ouais, bah, c'était de la survie. Oui. Nous allons conclure ce podcast ici. Oui. Lisa et Lina, je vous remercie infiniment et je tiens à vous dire toute mon admiration. Un grand bravo pour le courage dont vous avez fait preuve là. Parce que vous avez pris des gros risques et ça force le respect. Évidemment, on pense à toutes les victimes et à tous ceux qui sont encore là-bas et qui vont tout reconstruire aujourd'hui. Et comme tu as dit, Lisa, on va leur envoyer le maximum d'énergie positive et encourager nos auditeurs à soutenir au maximum à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sous la vidéo parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et partages. Prenez bien soin de vous. Ciao. Merci, Sarah. Merci, Sarah.